Allez, c'est parti pour un voyage assez fascinant au cœur d'Internet. On va suivre ensemble le parcours d'un simple paquet de données pour comprendre comment l'IPv4, le système d'adressage qui fait tourner tout le web, fonctionne réellement. Oui, c'est vraiment la question de base, hein. On tape une adresse dans un navigateur et hop, comme par magie, la page s'affiche. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a un système d'adressage et de routage incroyablement malin. C'est ce mécanisme qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple, celle du service postal. Imaginez un peu Internet comme une poste gigantesque à l'échelle mondiale. Pour qu'une lettre arrive à la bonne personne, il faut une adresse pour l'expéditeur et une pour le destinataire. Eh bien, sur Internet, c'est exactement la même logique pour les données. Et justement, celui qui joue le rôle de cet immense annuaire, de ce carnet d'adresses mondial, c'est le fameux IPv4. C'est lui qui fixe les règles du jeu pour que chaque appareil connecté au réseau ait une adresse unique et que nos lettres numériques, les paquets de données, ne se perdent jamais en chemin. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons-y. Commençons par le tout début du voyage. Comment est-ce qu'une simple information obtient son adresse? Comment on prépare, en quelque sorte, l'enveloppe de notre lettre numérique? Tout part d'un concept absolument clé, l'encapsulation. En gros, les données qu'on veut envoyer sont d'abord découpées en petits morceaux. Ensuite, chaque morceau est glissé dans une sorte d'enveloppe numérique. Et c'est cette enveloppe qu'on appelle un paquet IP. Et bien sûr, sur cette enveloppe, on écrit l'adresse du destinataire. C'est cette fameuse suite de 4 nombres séparés par des points, du genre 192.168.10.10, que tout le monde a déjà vu passer un jour. C'est cet identifiant unique qui va guider notre paquet à travers tout le réseau. Mais attention, petite subtilité. Cette écriture avec des points, elle est faite pour nous, les humains. Les ordinateurs, eux, ne comprennent qu'une seule langue, le binaire. Pour une machine, cette même adresse, c'est en fait une longue guirlande de 32 chiffres, uniquement des 1 et des 0. C'est leur vrai langage. Et cette longue suite de chiffres binaires, ce n'est pas juste un bloc. Non, c'est très intelligemment structuré en 2 parties. La première partie, c'est la partie réseau. On peut voir ça comme la ville et le quartier de destination. La deuxième, c'est la partie hôte. Et ça, c'est l'adresse précise de la maison dans ce quartier. D'accord. Mais comment un ordinateur sait où se termine la partie réseau et où commence la partie hôte? Grâce à un deuxième nombre de 32 bits, le masque de sous-réseau. L'analogie la plus simple, c'est de le voir comme le code postal d'Internet. C'est un outil indispensable qui aide les machines à lire l'adresse correctement. Parfait. Notre paquet a maintenant son enveloppe et l'adresse de sa destination finale. Mais avant de se lancer sur les grandes autoroutes d'Internet, il doit d'abord trouver le bureau de poste local, c'est-à-dire le routeur de son propre réseau. Et c'est là qu'un autre protocole, l'ARP, entre en scène. Le problème est assez simple. L'ordinateur connaît l'adresse IP de son routeur, qui est une adresse logique. Mais pour lui parler directement, là, tout de suite, sur le même réseau local, il a besoin de son adresse physique, de son identifiant matériel. C'est comme connaître l'adresse postale de quelqu'un, mais pas son nom pour l'appeler dans la même pièce. Voilà, la différence est parfaitement illustrée ici. Une adresse IP, c'est logique, ça peut changer. Si on déplace un ordinateur, on peut lui donner une nouvelle adresse IP. L'adresse MAC, par contre, elle est gravée dans le fer, directement sur la carte réseau de l'appareil. Elle est unique au monde et ne change jamais. Et pour une communication locale, il faut les deux. Pour trouver cette fameuse adresse MAC, le protocole ARP est malin. Il va utiliser 2 types de communication. D'un côté, il y a l'unicast, qui est une conversation privée entre 2 appareils. De l'autre, le broadcast, qui revient à crier une question dans une pièce pour que tout le monde entende. Le processus est d'une simplicité brillante. D'abord, l'ordinateur utilise le broadcast. Il crie à tout le réseau « Hé, qui parmi vous a cette adresse IP ?» Ensuite, le routeur, et uniquement lui y répond en privé, en unicast, c'est moi, et voici mon adresse MAC. Et enfin, pour être efficace, l'ordinateur note cette information dans sa mémoire pour ne pas avoir à reposer la question à chaque fois. Et voilà, le tour est joué. Le mystère est résolu. L'ordinateur sait maintenant exactement à quelle porte physique il doit frapper pour donner son paquet. La lettre est remise au routeur et elle est enfin prête à quitter le réseau local pour s'aventurer sur le grand Internet. Bon, notre paquet a quitté son réseau local. Comment ça se passe maintenant? Eh bien, Internet n'est pas du tout un immense réseau chaotique. Au contraire, il est très soigneusement organisé en réseau et en sous-réseau, un peu comme des pays, des régions et des villes. Imaginez une grande entreprise avec des milliers d'ordinateurs. Si tous ces appareils étaient sur un seul et même réseau géant, ce serait juste l'anarchie.
Le trafic serait ingérable, les performances s'effondreraient et la sécurité serait un vrai cauchemar. Il faut absolument un moyen de diviser ce grand réseau en plus petits morceaux. Autrefois, on utilisait un système appelé adressage par classe, qui était incroyablement rigide. En gros, une entreprise n'avait le choix qu'entre quelques tailles de réseau fixes. Si elle avait besoin, disons, de 300 adresses, elle devait souvent prendre un bloc qui en contenait plus de 65 000, gaspillant ainsi la quasi-totalité. C'était un gâchis monumental. Heureusement, la solution moderne est beaucoup plus intelligente. C'est le subnetting, la création de sous-réseaux. L'idée, c'est d'aller emprunter quelques bits de la partie de l'adresse réservée à l'hôte pour créer des identifiants de sous-réseaux. Ça permet de découper un grand réseau en plusieurs petits réseaux parfaitement sur mesure. Et les avantages sont énormes. On peut créer un sous-réseau pour le service des ventes, un autre pour les ingénieurs, et ainsi de suite. Ça permet d'isoler le trafic, d'améliorer la sécurité, et surtout, ça met fin au gaspillage d'adresses. C'est vraiment une technique fondamentale pour gérer les réseaux modernes. On arrive à la fin du périple de notre paquet. Il est temps de faire le point sur ce voyage et sur l'importance de ce système qui, bien que complexe, est finalement très élégant. Le point essentiel à retenir, c'est que notre paquet a voyagé en sautant de routeur en routeur à travers Internet. À chaque arrêt, le routeur examine l'adresse de destination et le transmet au prochain routeur qui lui semble le plus pertinent pour se rapprocher du but. C'est ce qu'on appelle un acheminement au mieux. Le protocole IP lui-même ne garantit pas la livraison, mais il fait de son mieux. Donc, en résumé, notre paquet a été correctement adressé. Il a utilisé le protocole ARP pour trouver la sortie de son réseau local, puis il a navigué intelligemment à travers la structure organisée des sous-réseaux d'Internet pour enfin arriver à bon port. Un véritable petit voyage numérique. Et tout ceci nous amène à une dernière réflexion qui est cruciale. L'IPv4 a été conçu dans les années 80. Il offre environ 4,3 milliards d'adresses. À l'époque, ça semblait infini. Aujourd'hui, avec les milliards de smartphones, d'ordinateurs et d'objets connectés, ce n'est tout simplement plus suffisant, on est à court. Alors, comment faire pour le futur d'Internet ? La réponse s'appelle IPv6, son successeur, mais ça, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette explication.